Tomozaki, un gars qui est au top dans le jeu mais au plus bas dans la vie, passant des heures à jouer à Attack Families, classé numéro 1 comme si c'était naturel. En ligne, il est Nanashi, une légende. Mais dans la vraie vie, il n'est qu'un personnage secondaire dans l'histoire de Zone, convaincu que la vie est un jeu de mauvaise qualité sans équilibre ni récompense juste. Puis arrive No Name, le deuxième meilleur joueur. Il décide enfin de se rencontrer et bam, retournement de situation. C'est Aoi Inami, sa camarade de classe parfaite, qui a la vie en mode facile. Elle jette un coup d'œil à Tomozaki, le soi-disant joueur imbattable, et ne voit rien d'autre qu'un potentiel gâché. Elle n'est pas prête à laisser passer ça. Nanashi est son entraîneur personnel, prêt à lui apprendre comment progresser dans le monde réel. Pas de respawn, pas de point de sauvegarde, juste de la stratégie pure. Mais va-t-il vraiment réussir à sortir de son statut de PNJ, où la vie réelle n'est-elle qu'un autre jeu impossible? Encore une longue introduction. Appuie sur le bouton j'aime si tu veux la sauter. Nous couperons les introductions une fois que la vidéo atteindra un K j'aime. Fumiya Tomozaki est un désastre dans la vie réelle, paresseux, négligé et invisible. Mais dans le monde du jeu, il est imparable, classé numéro 1 sur le serveur national. Ses compétences attirent même des joueuses qui veulent le rencontrer. Quand il accepte enfin l'une de ces rencontres, les deux parties sont surprises. Le joueur de deuxième rang qu'il a invité se révèle être rien d'autre que sa camarade de classe, Inami. Anami est tout ce que Tomozaki n'est pas. C'est la meilleure élève, une athlète vedette, admirée de tous. Il envahit son espace, notant qu'en dehors de sa réputation de joueur, il est pratiquement un inconnu. Il s'assoit au dernier rang près de la fenêtre, à peine remarqué, perdant son temps à défier des joueurs riches en ligne. Anami, cependant, n'est pas impressionnée. Elle ne peut pas croire que le soi-disant numéro 1 du jeu soit en réalité le perdant de sa classe. Déçue, elle le traite sans détour de quelqu'un qui a abandonné la vie. Puis elle s'attaque à son apparence, critiquant son look en désordre. Tomozaki craque. Il s'emporte, blâmant les joueurs riches d'avoir tous les avantages, ne comprenant jamais les luttes de quelqu'un comme lui, qui commence avec rien. Anami n'en a rien à faire. Elle décide de lui prouver qu'il a tort en le forçant. Vivre la vie sous un angle différent. En le traînant dans sa chambre, elle le fait changer de vêtements. Sa mauvaise vue lui joue des tours, le faisant confondre avec sa sœur ou même sa mère. Mais Anami reste concentrée. Elle a un plan pour transformer ce personnage secondaire en véritable protagoniste. Anami convainc Tomozaki de traiter la vie comme un jeu. Et la première étape est la transformation faciale. Puisqu'il ne peut pas changer son vrai visage, elle lui suggère de travailler sur ses expressions. Elle lui ordonne de s'entraîner à sourire en portant un masque. Quelque chose s'enclenche dans sa tête. Il comprend enfin. Pour s'assurer qu'il persévère, elle établit un emploi du temps strict. Pour la semaine prochaine, il doit visiter sa petite pièce noire, tous les matins et soirs pour des contrôles de progrès. Tomozaki, étonnamment, accepte et commence à s'entraîner chez lui. Mais sa sœur le surprend en plein sourire, ce qui le gêne. Le lendemain, Anami monte les enchères. Son but ultime est de devenir une personne de haut statut comme elle. Tomozaki rejette immédiatement cette idée comme impossible. Elle ajuste le défi, lui donnant un objectif intermédiaire et une petite tâche quotidienne. Parle à 3 camarades de classe féminine. Tomozaki se fige. Cela semble impossible. Mais en voyant l'expression sérieuse de Anami, il n'a pas le choix. Il se force à commencer. La première tentative semble assez facile, emprunter du papier toilette à la fille nommée Fuuka Kikuchi assise à côté de lui. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il se mouche juste devant elle. Les filles ont l'air stupéfaites. Mission échouée. Anami, regardant sa lutte maladroite, est plus que déçue. Le joueur numéro 1 qu'elle admirait autrefois s'avère être rien d'autre qu'un otaku inutile, mais elle refuse d'abandonner. Son plan de transformation continue. Elle ne va pas seulement le transformer en homme respectable, elle s'assure aussi qu'il ait une petite amie. Ensuite, il doit approcher Minami Nanami, la fille joyeuse que Anami lui a assignée. Traînant les pieds, il la trouve et réfléchit à chaque conversation possible comme à un écran de sélection de jeu. À la fin, il lâche un compliment maladroit, l'appelant génial. Minami éclate de rire, complètement amusée. Tomozaki s'empresse de s'expliquer, mais les choses ne font qu'empirer lorsque Nakamura fait son apparition, prêt à lui compliquer la vie. Heureusement, mais Anami intervient et se moque de lui en retour. Après l'école, lors de sa séance d'entraînement, Anami dit à Tomozaki que Nakamura a toujours une rancune d'avoir perdu contre lui et a attaqué des familles. Elle ne s'arrête pas là. Le poussant davantage, elle lui ordonne de continuer à taquiner Nakamura chaque fois que possible. En plus de ça, elle commence un entraînement de posture. Tomozaki doit maintenant se tenir contre un mur, dos droit, sans se voûter. Sa transformation ne concerne pas seulement les mots, elle s'assure aussi qu'il ait l'apparence. L'objectif du jour est atteint, et Tomozaki gagne enfin le droit d'enlever son masque. Mais le travail n'est pas fini. Pour le reste de la semaine, il doit sortir plusieurs fois avec Anami et parler davantage à ses amis. S'il traite ça comme une stratégie de jeu, il pourrait bien s'en sortir. Sur le chemin du retour, un groupe de garçons mentionne qu'ils font de l'exercice. Tomozaki lui en a parlé, et toute la conversation se fige. L'ambiance devient vite gênante. Anami intervient rapidement, le sauvant de l'embarras. Mais elle ne le laisse pas s'en sortir si facilement. Elle insiste pour que lui et Manami rentrent ensemble à pied. De nulle part, Manami demande comment il se comporte avec Anami. Son déni immédiat et intense semble la satisfaire.
Parler avec quelqu'un d'aussi joyeux est étrangement facile. En fait, c'est peut-être la plus qu'il ait jamais parlé de toute sa vie. Le lendemain, Hanami révise encore ses compétences en conversation. Hanami résume les 2 éléments clés, commencer un sujet et l'élargir. Puisque Tomozaki comprend enfin les bases, elle passe à quelque chose de nouveau. Elle partage sa phrase fétiche, laissant Tomozaki confus. Il demande ce que cela signifie, et elle hésite avant d'expliquer que c'est juste de la musique qu'elle aime jouer. Hanami monte alors d'un cran. Elle remet à Tomozaki une arme secrète, une liste de sujets populaires parmi les étudiants. Avec ça, il n'a jamais à s'inquiéter de manquer de choses à dire. Elle lui donne aussi un enregistreur portable pour revoir ses sessions d'entraînement. De plus, elle organise une sortie shopping pour samedi. Encourage Tomozaki à observer comment les autres choisissent leurs vêtements. Bien qu'il se sente nerveux à propos de cette tâche, il comprend son importance dans sa transformation en cours. Aujourd'hui marque la première sortie de Tomozaki avec une fille, bien que ce ne soit pas un rendez-vous. C'est une leçon de compétence sociale. Hanami, agissant en tant que mentor, remarque que bien que la tenue de Tomozaki se soit améliorée depuis leur dernière rencontre, elle ne répond toujours pas à ses normes. Elle l'emmène faire du shopping pour lui enseigner les bases de la coordination de mode, commençant par lui faire imiter la tenue d'un mannequin en magasin. Cependant, la timidité de Tomozaki refait surface lorsqu'il essaie de demander au vendeur s'il peut essayer les vêtements. Il répète sa demande plusieurs fois en secret et, nerveux, il finit par mentionner maladroitement qu'il veut acheter le mannequin lui-même, laissant Hanami embarrassée et sans voix. Il passe au déjeuner, où Hanami informe Tomozaki qu'ils s'occuperont de sa coiffure l'après-midi. Avant que leur plan n'arrive, elle introduit un nouveau sujet de conversation pour que Tomozaki s'entraîne. Elle insiste sur le fait qu'au-delà des mots, il doit utiliser les expressions faciales, les gestes et le ton de la voix pour transmettre les émotions. De manière inattendue, ils rencontrent leur camarade de classe, Fuuka Kikuchi, qui travaille à temps partiel au restaurant dans un uniforme de serveuse. Bien qu'il soit camarade de classe, Fuuka reste professionnel et ne montre aucun signe de familiarité. Après le départ de Fuuka, Hanami identifie immédiatement Fuuka comme la prochaine cible sociale de Tomozaki. Elle a observé des indices subtils, comme le fait que Fuuka avait des mouchoirs prêts avant que Tomozaki ne demande, et son attention initiale sur Tomozaki dès leur rencontre, même avant de remarquer Hanami, qui est très populaire à l'école. Ces signes suggèrent à Hanami que Fuuka s'intéresse à Tomozaki. Bien qu'il trouve cette approche soudaine et veuille prendre les relations au sérieux, Hanami le persuade de prendre contact pour explorer davantage ses sentiments. Plus tard, après s'être fait coiffer, Tomozaki ne peut s'empêcher d'admirer le talent du coiffeur. Chez lui, sa sœur est étonnamment heureuse. Pour une fois, elle le voit sortir de sa routine habituelle de casanier. Désireux de partager ses progrès, Tomozaki retrouve Hanami et annonce qu'il a atteint son petit objectif. Elle semble aussi satisfaite, mais elle n'a pas encore fini avec lui. Elle lui confie une nouvelle tâche, sortir seule avec d'autres filles, sans elle. Cette fois, il doit parler à Izumi, la fille assise à côté de lui, au moins 2 fois. Tomozaki ne comprend pas. Sa cible supposée est Fuuka, alors pourquoi on lui dit de discuter avec quelqu'un d'autre? Hanami explique qu'interagir avec plusieurs personnes aide à établir des connexions et crée même un sentiment d'exclusivité. Tomozaki a toujours l'impression que tout cela est confus, mais il s'y tient quand même. Encouragé par Hanami, Tomozaki se force à avoir des conversations maladroites avec Izumi. Cette tâche épuisante se poursuit pendant une semaine entière. Juste au moment où il pense être libre, il croise Fuuka à la bibliothèque. Cette fois, c'est elle qui commence la conversation. À sa surprise, leur discussion s'écoule sans effort. Il prend un livre au hasard, seulement pour réaliser qu'il est de son auteur préféré. Fuuka baisse soudainement la voix et partage un secret personnel. Elle écrit des romans. Elle espère que Tomozaki lira ce qu'elle a écrit. Son investissement émotionnel dans le moment est clair, et elle mentionne même un code secret, laissant Tomozaki stupéfait. Plus tard, lors de la session de révision, Hanami évalue les progrès de Tomozaki. Selon elle, après avoir monté de niveau cette semaine, il a à peine atteint le niveau 3. Ce n'est pas vraiment encourageant. Après les cours, Tomozaki voit Izumi assise seule, la tête baissée. Techniquement, sa mission est terminée, il ne voit donc pas de raison de parler. Tomozaki hésite un instant, mais finit par s'avancer pour saluer Izumi. Ils discutent un moment, mais l'atmosphère devient finalement gênante. Sa présence semble trop marquée, comme si quelque chose en lui avait totalement changé. Son secret est éventé. Tout le monde sait désormais que Tomozaki est le joueur le mieux classé sur le serveur national. Par le passé, il a même fréquenté la 2e plus jolie soignante du serveur chinois. Aujourd'hui, grâce à l'entraînement de Hanami, les filles ne cessent de l'aborder. Izumi a une mission. Elle est déterminée à maîtriser Attack Families. Avec Makimura, son béguin, qui consacre de plus en plus de temps au jeu, elle refuse d'être laissée derrière. Elle a tout l'équipement mais aucune compétence, et après avoir entendu parler de la réputation de Tomozaki, elle le convainc de l'entraîner. Tomozaki, ignorant la gravité de la situation, demande simplement où elle s'entraîne habituellement. La minute d'après, il est devenu son coach de jeu à plein temps. Ce qu'Izumi ne réalise pas, c'est qu'elle vient de recruter le joueur d'Attack Families le mieux classé du pays. Tomozaki ne lève à peine le petit doigt et casse déjà des stratégies avancées comme si c'était un jeu d'enfant.
Pendant ce temps, Izumi a du mal à réaliser même les sauts les plus simples. La voyant patauger, Tomozaki soupire et sort sa méthode d'entraînement ultime. Un exercice de petits sauts répétitifs. Il lui ordonne de s'entraîner tous les jours jusqu'à ce qu'elle y arrive. Au fur et à mesure des leçons, une étrange transformation se produit. Sans s'en rendre compte, Tomozaki commence à enseigner exactement comme Hanami, même ton, même manière. La ressemblance est si troublante que des rumeurs commencent à circuler. Des murmures se répandent dans l'école. Tomozaki, l'ancien personnage de fond, se transforme en clone de Hanami. Malgré son approche robotique, la perception d'Izumi à son égard change. Elle l'avait toujours considéré comme un camarade de classe oubliable, mais maintenant, en le voyant analyser le jeu avec tant d'aisance, elle voit quelque chose de différent. Quelqu'un qui mérite qu'on s'y attarde. Le lendemain, Tomozaki fait immédiatement le point avec Hanami, rapportant tout sur sa séance de coaching avec Izumi. Hanami, cependant, a un agenda différent. Elle le pousse vers Fuuka Kikuchi et lui remet même une paire de billets de cinéma, l'incitant à l'inviter. Pendant ce temps, Izumi, contre toute attente, progresse rapidement. Elle maîtrise les mécaniques du jeu plus vite que prévu. En même temps, Tomozaki rencontre Fuuka à la bibliothèque. Elle a mal interprété des passages d'un livre qu'elle adorait et lui, bien qu'il ne l'ait jamais lu, réussit à expliquer les choses si bien qu'on dirait qu'il l'a fait. Même quand elle lui lance des questions pièges, il y répond correctement par pur hasard. Mais Fuuka ne se soucie pas qu'il ne l'ait jamais invité au cinéma. Ailleurs, Nakamura est en quête de vengeance. Il traque Tomozaki, désireux de régler ses comptes après leur dernier match. La bataille attire un public, Izumi et Erika, cette dernière, ayant des sentiments pour Nakamura chou à regarder. Tomozaki, froid et calculateur, domine encore une fois. La foule est stupéfaite. Nakamura, le garçon en or toujours populaire, est humilié par le nobody, Tomozaki. Mais quelque chose est différent cette fois. Au lieu de s'en prendre au jeu, Nakamura fait face à son adversaire avec un nouveau respect. Hanami, attendant Tomozaki à leur endroit habituel, finit par rejoindre les spectateurs. Après avoir perdu 99 rounds de suite, Nakamura finit par craquer, à travers les défenses de Tomozaki, mais la victoire semble creuse. Il est toujours insatisfait. Erika, ne supportant plus la lutte de Nakamura, reconnaît son effort. Cependant, elle insulte aussi le jeu, se moquant de l'idée de le prendre au sérieux. Cela met Tomozaki en colère. Bien que sa réponse soit un peu maladroite, il lui tient tête, refusant de laisser se moquer de quelque chose pour lequel des gens ont travaillé dur. Puis quelque chose d'inattendu se produit, Izumi intervient. Elle soutient Tomozaki, l'aidant à désamorcer la situation. En parlant, sa voix tremble de nervosité. Lorsqu'elle finit, elle est tellement secouée qu'elle manque de fondre en larmes. Nakamura, remarquant sa détresse, la réconforte immédiatement. Une fois les tensions apaisées, la foule se disperse. Plus tard dans la soirée, Tomozaki et Hanami partagent, comme d'habitude, un repas ensemble. Alors qu'ils terminent, Tomozaki sort soudainement le billet de cinéma que Hanami lui avait donné. Sans hésiter, il lui demande d'aller voir le film avec lui. Hanami, toujours perfectionniste, refuse. Elle a des activités de club ce week-end et ne sera pas libre. Comme toujours, elle est enfermée dans son emploi du temps, tandis que d'autres profitent du week-end pour se détendre. Elle continue de se pousser en avant. Le film se termine et ils vont dans un café. Rien de spécial ne se passe. Pas de romance. Pas de moments inattendus. Juste une autre leçon de Hanami. Elle décompose tout ce qui s'est passé, expliquant ce que Tomozaki devrait faire quand il sortira vraiment. On dirait n'importe quel autre jour, tout comme leur discussion habituelle dans l'ancien bâtiment de l'école. Après ce qui s'est passé avec Nakamura plus tôt, Mizuzawa, un des amis de Nakamura, s'approche de Tomozaki. Au lieu d'être contrarié, Mizuzawa lui dit qu'il est d'accord avec ce qu'il a dit. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui ressentent la même chose. Puis il invite Tomozaki à un rendez-vous en groupe. 4 personnes. Une condition. Tomozaki doit amener une autre fille en plus de Hanami. Il réfléchit un moment et décide d'inviter Izumi. Ça a du sens. Ils peuvent l'aider à trouver un cadeau d'anniversaire pour Nakamura. Elle accepte sans hésiter et appelle Tomozaki son ami. Le mot lui semble étrange. Un rappel que quelque chose a changé. Il n'est plus la même personne qu'il était. Plus tard, Mizuzawa parle à Tomozaki à nouveau. Il a été attentif. Il souligne les petits changements, la nouvelle coiffure, les meilleurs vêtements. La façon dont Tomozaki se tient. C'est évident. Il est différent. Mizuzawa devine qu'il doit lire une sorte de livre de développement personnel. Il se demande même si Tomozaki a un genre de plan secret. Mais il n'y a pas de motif caché, juste des efforts, juste des progrès. Et maintenant, pour la première fois, les gens commencent vraiment à le remarquer. Le jour du rendez-vous en groupe arrive. Tomozaki, Mizuzawa, Izumi et Hanami sortent ensemble. Ils passent du temps au centre commercial à chercher des cadeaux pour Nakamura. Un autre petit pas en avant dans le jeu de la vie. Tomozaki apprend. Il s'adapte. Il suit le rythme. Même Mizuzawa prend un moment pour coiffer les cheveux de Tomozaki avec de la cire. Une petite touche. Un détail minuscule, mais ça fait la différence. Puis quelque chose d'inattendu. Izumi mentionne une rumeur. Certaines personnes pensent que Mizuzawa et Hanami sortent ensemble. Les mots ne devraient pas l'embêter. Mais ça le fait. La pensée persiste, reste dans son esprit. Le distrait. Ça le suit jusqu'à chez lui. Un autre changement.
Ce n'est pas seulement son apparence ou ses compétences sociales. Quelque chose d'autre évolue. Quelque chose qu'il ne comprend pas encore complètement. Les élections du Conseil des étudiants approchent. Hanami veut se présenter à la présidence. Mais elle n'est pas la seule. Une de ses amies, Manami, se présente aussi. À cause de l'élection, Hanami et Tomozaki décident de mettre en pause leur réunion habituelle dans la salle de couture. Il n'y a pas de temps pour s'entraîner. Seule la campagne compte maintenant. Hanami donne à Tomozaki une nouvelle tâche. Il sera le directeur de campagne de Manami. Mais ce n'était pas son plan initial. Au début, elle voulait qu'il soutienne sa campagne à la place. C'était le choix évident. Mais avec l'entrée de Manami dans la course, elle change d'avis. C'est un meilleur défi pour lui. Tomozaki suit sa décision sans discuter et s'approche de Manami, offrant son aide. Mais elle le refuse. Le lendemain, Tomozaki voit Manami avec son directeur de campagne, une étudiante plus jeune de son club sportif, quelqu'un en qui elle a confiance. Puis il remarque le directeur de campagne de Hanami, Mizuzawa, un gars brillant et apprécié. 2 candidates, 2 équipes. L'élection est déjà lancée. Tomozaki observe pendant un moment. Il ressent de la peine à l'idée que Manami l'ait rejeté. Il peut trop réfléchir. Mais au lieu de cela, il prend une décision. S'il veut aider Manami, il doit comprendre ce qui rend Manami si douée pour ça. Il l'observe de près. La façon dont elle parle aux gens, la façon dont elle gagne leur confiance, la façon dont elle fait croire en elle. S'il apprend comment elle fait, peut-être pourra-t-il aider Manami d'une autre manière. Plus tard, Manami revient vers Tomozaki. Cette fois, elle n'est pas aussi confiante. Elle a besoin d'aide. Elle lui demande conseil. Tomozaki commence par souligner quelque chose de petit mais important. Les flyers de campagne de Hanami. La mise en page est trop désordonnée. Le texte est difficile à lire. Il sait comment le corriger. Après tout, il est gamer. Il comprend comment fonctionne un bon design. Une interface de jeu, un guide stratégique, un flyer de campagne suivent tous la même logique. Il fait quelques changements et Hanami est d'accord avec lui. Maintenant, les flyers sont plus clairs, plus faciles à lire. Manami regarde cela se passer. Elle voit que Tomozaki a des compétences utiles. Il comprend la stratégie. Il peut voir des détails que les autres manquent. Et donc, elle le laisse enfin aider. Elle lui donne un nouveau rôle. Il sera son cerveau. Il proposera les idées. Elle va les réaliser. Tomozaki se met immédiatement au travail. Il étudie le corps étudiant comme une carte de jeu à la recherche de moyens pour gagner des voix. Son premier mouvement est simple mais astucieux. Il dit à Manami de promettre une pompe à balles électrique pour le club de sport. Ce n'est pas un grand changement, mais c'est quelque chose qu'ils apprécieront. Une petite victoire. Si le club de sport la soutient, cela signifie beaucoup de voix. Son deuxième mouvement est encore meilleur. Il dit à Manami de se concentrer sur les étudiants de première année. Ils sont nouveaux dans l'école. Ils ne sont pas encore loyaux envers qui que ce soit. Ils sont faciles à impressionner. Manami leur promet la climatisation dans chaque salle de classe. Une promesse de campagne parfaite. Simple. Utile. Facile à retenir. Si ça fonctionne, ils peuvent séduire les premières années d'un coup. Mais Tomozaki ne travaille pas seulement sur les politiques. Il travaille sur Manami elle-même. Il écrit tout son discours de campagne. Chaque phrase. Chaque mot. Il s'assure que c'est fort, clair et convaincant. Mais il ne s'arrête pas là. Il planifie aussi comment elle doit le dire. Quand faire une pause. Quand mettre l'accent. Quand avoir l'air confiant. Pour s'assurer que tout est parfait, il demande même de l'aide à Tama. Il y a un certain effet sonore qu'il veut utiliser dans le discours de Manami. Il a besoin que Tama vérifie si cela fonctionnera. Chaque petit détail compte. Tomozaki ne se contente plus de suivre des ordres. Il ne fait pas cela juste parce qu'Inami lui a dit de le faire. Il est sérieux à ce sujet. Il veut que Manami gagne, et il va s'assurer qu'elle le fasse. Manami regarde Inami s'éloigner avec Mizuzawa. Elle se tourne vers Tomozaki et lui dit que les rumeurs à propos de Inami et Mizuzawa qui sortent ensemble pourraient être vraies. Mais les mots le frappent plus fort qu'il ne s'y attend, mais il garde une expression neutre. Il ne réagit pas. Du moins, pas d'une manière que quiconque remarquerait. Mais il n'y a pas de temps à perdre là-dessus. L'élection est toujours en cours. Manami et Tomozaki donnent tout ce qu'ils ont jusqu'à ce que le dernier jour arrive. Ils se tiennent devant le corps étudiant, sachant qu'ils ont fait de leur mieux. Mais à la fin, cela n'a pas d'importance. Inami gagne. Le résultat était attendu. L'écart entre eux était encore trop grand. Avec l'élection terminée, Tomozaki et Inami retournent à leur réunion habituelle dans l'ancienne salle de couture. Rien n'a changé, mais en même temps, tout a changé. Manami le regarde différemment maintenant. Elle lui dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Tu devrais sortir avec Fuuka. La façon dont elle le dit est claire. Il est prêt. Les choses qu'il a apprises, l'effort qu'il a fourni, commencent enfin à porter leurs fruits. Tomozaki, le joueur de Takfum le plus fort, a toujours cherché un moyen de vaincre Manami. Elle est presque parfaite dans la vie réelle. Aucun point faible. Mais il repense au jeu. Le seul moyen de combattre un joueur parfait est d'égaliser sa force. Le plus grand avantage de Manami est sa capacité à gérer l'imprévu. Donc, si Manami veut avoir une chance, elle doit faire de même. Tomozaki élabore une stratégie. Il prévoit un discours où Manami doit réagir à une interruption. Il enregistre un clip vocal et le joue au milieu de son discours, la forçant à répondre en temps réel. Manami gère cela parfaitement. Tout le corps étudiant le remarque. Même Hanami a l'air impressionné. C'est une petite victoire, mais cela prouve une chose. Hanami peut être défié, et Tomozaki a compris comment. L'élection se termine et les résultats finaux sont révélés. Hanami gagne.
Il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun regret. Manami remercie Tomozaki pour tout ce qu'il a fait. Hanami reconnaît aussi ses efforts. Elle sait qu'il a travaillé dur, même si c'était pour son adversaire. Mais le jeu n'est pas terminé, elle le pousse en avant. Elle organise sa rencontre avec Fuuka à la bibliothèque. Cette fois, Tomozaki n'hésite pas. Il sait ce qu'il doit faire. Il comprend les choses maintenant, il voit les détails qu'il manquait avant. Quand Manami se tient près de lui à la pause déjeuner, il réalise qu'elle l'invite à manger ensemble, même si elle ne le dit jamais vraiment. Ces petites choses font toute la différence. Maintenant, il est assis à la bibliothèque, réfléchissant soigneusement à comment inviter Fuuka. Mais elle est nerveuse. Elle sent son énergie nerveuse. Alors elle lui parle la première. Cela lui donne le dernier coup de pouce. Il lui propose d'aller voir un film basé sur l'œuvre de son écrivain préféré, Andy. Elle accepte. Tout comme ça, Tomozaki atteint une nouvelle étape. Il sort enfin avec une fille qui n'est pas un ami. Mais il n'a pas encore fini. Il prend cela au sérieux. Il emprunte autant de livres d'Andy qu'il peut et passe des heures à la bibliothèque à lire. Tout ce qu'il peut pour se préparer à leur rendez-vous. Un soir, après être resté tard à lire, il se prépare à partir. Mais avant de le faire, il remarque quelque chose. Tanami est seule. Il ne se prend pas la tête. Il s'approche d'elle tranquillement et engage la conversation. Elle ne semble pas surprise. Elle lui dit qu'elle regarde une course entre Hanami et Manami. Elle partage aussi quelque chose de personnel. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Juste Manami et Hanami. C'est toujours comme ça. Puis elle lui dit autre chose. Quelque chose qu'il n'a jamais su. Hanami est celle qui a aidé Manami à parler à Tanami au départ. Sans elle, elle n'aurait peut-être jamais été amie. Tomozaki écoute, absorbant tout. Les résultats des élections du conseil des élèves sont un autre. Rappel pour Manami que Hanami est toujours en avance. Alors elle se pousse plus fort. Elle se concentre sur tout ce en quoi Hanami est douée. Elle s'entraîne. Elle étudie. Elle ne ralentit pas. Après les cours, tout semble normal. Tomozaki, Hanami, Tama et Manami passent du temps ensemble comme si de rien n'était. Ils parlent, ils rient. Ils font comme si tout allait bien, mais il y a quelque chose qu'ils ignorent. Chaque soir à 20 h, Manami court. Elle court jusqu'à l'épuisement. Elle s'entraîne en secret. Elle pousse son corps à la limite. Ça commence à l'affecter. En classe, elle a du mal à rester éveillée. Parfois, elle s'endort en plein milieu d'une leçon. Mais malgré tous ses efforts, ce n'est pas suffisant. Chaque après-midi pendant l'entraînement, elle essaie de battre Hanami. Elle n'y parvient même pas une seule fois. Hanami et Tomozaki le remarquent. Ils voient les signes. Ils savent que quelque chose ne va pas. Hanami décide de partager un peu de leur passé avec Tomozaki. Elle ne dit pas grand-chose, mais c'est suffisant pour le rendre curieux. Il a besoin d'en savoir plus. Alors Tomozaki va voir un des anciens camarades de classe de Manami au collège. Il demande des nouvelles de leur passé. Ce qu'il apprend est plus que ce à quoi il s'attendait. Un soir, il pleut fortement. Manami saute sa pratique habituelle. Tomozaki et Tama pensent que c'est une bonne chose, une chance pour elle de se reposer. Mais cela ne fait pas se sentir mieux Manami. Cela la rend encore plus malheureuse. Parce que même sous la pluie, Hanami continue de s'entraîner. Pas de pause. Pas d'excuses. Manami regarde, sachant qu'elle est laissée derrière. Quelques jours plus tard, Manami prend une décision. Elle quitte le club d'athlétisme. Tomozaki et Tama la confrontent. Ils ont besoin de comprendre. Et enfin, elle parle. Elle dit que c'est frustrant. Qu'elle veut abandonner. Qu'elle veut renoncer. Mais renoncer serait encore pire. Tomozaki écoute. Il ne discute pas. Il n'essaie pas de la convaincre. En tant que joueur, il comprend. Certaines batailles ne concernent pas seulement la victoire. Parfois, il s'agit de prouver quelque chose à soi-même. Plus tard, Tomozaki demande à Siyama Shida, l'ancienne camarade de classe de Manami, ce qui s'est passé entre Manami et Hanami dans le passé. Imachia lui raconte tout. Au collège, Manami n'était pas une élève comme les autres. C'était une leader, une athlète forte. L'as de l'équipe de basket. Grâce à elle, ils ont atteint le tournoi préfectoral. Mais ensuite, ils ont affronté l'équipe de Hanami, et ils ont perdu. Manami était anéantie, mais elle est restée pour regarder le prochain match. Elle voulait voir ce qui rendait Hanami différente. L'équipe de Hanami est arrivée deuxième. Au moment où les résultats ont été annoncés, Manami a vu quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Hanami pleurait. Pas parce qu'elle avait perdu, mais parce qu'elle n'était pas première. C'était à ce moment-là que Manami a réalisé quelque chose. Elle et Hanami n'étaient pas les mêmes. Hanami était différente. Elle était faite pour gagner. Manami se sentait petite en comparaison. Ordinaire. Mais au lieu de laisser cela la briser, elle a laissé cela la changer. Hanami est devenue son inspiration. Elle a changé sa personnalité. Elle a changé sa façon d'agir avec les autres. Elle voulait briller, tout comme Hanami. Quand le lycée a commencé, Manami portait encore le poids de cette perte. Mais ensuite, le premier jour, Hanami s'est approchée d'elle. Elle a dit qu'elle voulait être amie. Elle a dit qu'elle voulait être dans la même équipe. Pendant un moment, Manami a eu l'impression d'être à la hauteur. Comme si elle pouvait faire partie du monde de Hanami. Mais quand le lycée a commencé, rien n'a changé. Hanami était toujours numéro 1. Toujours en avance, toujours hors de portée. Manami observe Hanami, voit comment elle bouge, comment elle excelle dans tout ce qu'elle fait. Peu importe combien Manami essaie, elle ne peut pas l'égaler. Elle ne peut même pas rivaliser avec le niveau d'effort de Hanami. Cela commence à l'épuiser. Ce sentiment devient plus lourd chaque jour. Finalement, elle prend une décision. Elle quitte le club d'athlétisme. Elle se dit que c'est le bon choix.
Mais au fond d'elle, elle connaît la vraie raison. Hanami le remarque. Elle demande à Manami pourquoi elle quitte le club. Manami ne dit pas la vérité. Elle dit que c'est à cause de son corps. L'entraînement est trop intense. Elle le présente comme une décision simple. Comme s'il n'y avait rien de plus. Cet après-midi-là, Manami prévoit de rentrer chez elle avec d'autres amis. Mais avant qu'elle parte, Tomozaki l'arrête. Il lui demande de rentrer avec lui et Tama à la place. Elle ne proteste pas. Ils rentrent tous les trois ensemble. En chemin, Tama ne se retient pas. Elle demande directement à Manami. Elle veut savoir si Manami déteste Hanami. Manami ne répond pas tout de suite. Puis, lentement, elle parle. Elle dit qu'elle devrait aimer Hanami. Elle dit qu'Hanami est incroyable, gentille et talentueuse. Elle peut tout faire. Elle a toujours veillé sur elle. Elle la comprend. Mais ensuite, les mots commencent à changer. Hanami est toujours en avance, toujours brillante, toujours meilleure qu'elle à l'école, dans le sport, dans tout. À un moment donné, Manami a réalisé quelque chose. Elle était jalouse. Et peu importe combien elle essayait de repousser ce sentiment, il restait. Il s'accumulait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle ressente quelque chose d'encore pire. Elle voulait que Hanami disparaisse. Elle l'admet enfin. Alors qu'elle prononce ces mots, des larmes commencent à couler. Elle confesse qu'elle a quitté le club parce que elle ne pouvait plus supporter de se sentir ainsi. Si elle continuait à concourir, si elle continuait à essayer, la jalousie ne disparaîtrait jamais. Tama écoute. Puis elle fait quelque chose d'inattendu. Elle réconforte Manami. Elle lui dit qu'elle a toujours été son héroïne. Elle rit un peu, l'appelle idiote, mais pas de manière méchante. C'est le genre de choses qu'un véritable ami peut dire. Manami respire. Le poids qu'elle portait depuis si longtemps commence enfin à se lever. Elle réalise quelque chose d'important. Elle avait tort. Le lendemain, elle remet les choses en ordre. Elle présente ses excuses au club d'athlétisme et demande à réintégrer. Ils la reprennent. Elle s'excuse pour les ennuis causés, mais cette fois, elle est sincère. Les jours passent et l'anniversaire de Nakamura arrive. Il est temps pour Tomozaki de lui offrir enfin le cadeau qu'il avait acheté plus tôt. Mais Hanami a un dernier défi pour lui. Après avoir remis le cadeau, il doit parler à Nakamura pendant 3 minutes. Tomozaki reste là, essayant de trouver quelque chose à dire, mais son esprit est vide. Rien ne lui vient. Puis, soudainement, une pensée s'échappe. La seule chose à laquelle il ne peut s'empêcher de penser, la rumeur selon laquelle Hanami et Mizusawa sortiraient ensemble. Avant qu'il ne s'en rende compte, il la laisse échapper, à voix haute, trop fort. La scène suivante se déroule dans un restaurant. Tomozaki, Hanami, Manami et Teima sont assis ensemble en train de partager un repas. Manami leur remet de petits cadeaux, une façon de compenser tout ce qui s'est passé. Elle appelle cela un signe de leur amitié. Puis, les taquineries commencent. Il rit de Tomozaki pour la façon dont il a demandé à Nakamura à propos de la rumeur, la manière dont il a pratiquement foncé dessus, la façon dont tout le monde a dû entendre. Il essaie de se défendre, mais c'est inutile. Puis enfin, Hanami leur dit la vérité. Elle et Mizusawa ne sortent pas ensemble. La rumeur n'était qu'une rumeur. Tout est revenu à la normale entre Hanami et Manami. Plus de malentendus. Plus de tension. Ils sont redevenus de bons amis. Les vacances d'été approchent et avec elles. Le rendez-vous tant attendu de Tomozaki avec Fuuka. Pour se préparer, Hanami propose un test. Elle sort avec Tomozaki, suivant le même plan qu'il a prévu pour son rendez-vous. Hanami joue le rôle de Fuuka. Il passe par les étapes, pas à pas, s'assurant que Tomozaki sait quoi faire quand le vrai jour arrivera. À la fin de la date d'entraînement, Hanami invite Tomozaki à une soirée barbecue. Mizusawa, Izumi, Nakamura et Manami seront également présents. Mais il y a une autre raison à ce rassemblement. Hanami a un plan. Elle veut mettre Izumi et Nakamura ensemble. Tomozaki est d'accord. Il sait maintenant que chaque événement comme celui-ci est une autre chance de monter de niveau dans le jeu appelé la vie. Avant le barbecue, Manami, Inami, Tomozaki et Mizusawa ont élaboré un plan pour rapprocher Izumi et Nakamura. Ils décident de se retrouver chez Manami. Mais avant de pouvoir commencer, un des proches de Manami arrive, rendant son domicile inutilisable. Hanami trouve rapidement une solution. La maison de Tomozaki est à proximité. Ils peuvent y aller à la place. Il n'a aucune raison de refuser, donc il les emmène chez lui. Au moment où ils entrent, la sœur de Tomozaki est choquée. Elle ne s'attendait jamais à ce que son frère ramène des amis à la maison. Elle court le dire à leur mère. Rapidement, un gâteau est sorti pour célébrer. C'est un petit moment, mais il semble significatif. Un autre rappelle que Tomozaki est en train de changer. En repensant au moment où Hanami a d'abord invité Tomozaki à la soirée barbecue, elle lui a donné une tâche. Il devait embêter Mizusawa 3 fois pendant l'événement. Il relève le défi. Ce faisant, quelque chose change entre eux. Mizusawa commence à l'appeler par son vrai nom, Fumiya. Puis le jour arrive. La date de Fuuka et Tomozaki. Fuuka est un peu en retard. Elle s'excuse, mais Tomozaki ne s'en soucie pas. Ils commencent à marcher ensemble. Puis ils remarquent quelque chose. La tenue de Fuuka n'est pas adaptée pour l'été. Manches longues. Tissu lourd. Elle réalise ce qu'il pense. Puis, légèrement embarrassée, elle partage son secret. Sa peau est sensible. Elle brûle facilement au soleil. Tomozaki regarde alors qu'elle rougit en disant cela. Ils atteignent leur destination. L'excitation de Fuuka prend le dessus. Elle s'approche trop près de Tomozaki sans réfléchir. Le moment s'étire. Tous les deux se figent. Puis l'embarras les frappe en même temps. Ils se retirent. Ils se secouent.
Le film commence. C'est un anti-film qui passe à Shibuya. Tous les deux apprécient le spectacle. La conversation coule facilement après ça. Pas de malaise. Pas d'hésitation. Juste des discussions décontractées. Puis, pendant leur repas, Fuuka dit quelque chose d'inattendu. Elle qualifie Tomozaki de gars mystérieux. Elle dit qu'il est facile d'approche mais qu'en même temps, parfois, il semble distant. Les mots frappent Tomozaki plus fort qu'il ne s'y attendait. Il baisse les yeux. Il y pense. Il se demande s'il fait quelque chose de mal. Le rendez-vous continue mais la pensée persiste. Des heures plus tard, ils prennent le train pour rentrer. Le silence s'étire entre eux. Puis Fuuka prend la parole. Elle brise le silence. Elle explique ce qu'elle voulait dire. Elle dit que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Elle a généralement du mal à approcher les garçons, mais avec Tomozaki, c'est différent. Il est différent. C'est pour ça que ça paraît spécial. Avant de partir, elle lui dit autre chose. Elle veut sortir à nouveau avec lui. Tomozaki entend les mots. Il comprend ce qu'ils signifient. Avant le rendez-vous de Tomozaki avec Fuuka, il y a autre chose. Anami l'invite à une soirée barbecue. Il accepte sans trop réfléchir. Un autre événement. Un autre défi. Une autre étape dans le jeu qu'on appelle la vie. Le but principal du camp est clair. Rapprocher Azumi et Nakamura. C'est la priorité. Comme la maison de Manami est près de celle de Tomozaki, ils prennent le train ensemble jusqu'au point de rendez-vous. En chemin, Manami prend une profonde inspiration, rassemblant son courage pour le remercier. Elle parle de tout ce qu'il a fait pour elle. Surtout pendant les élections du conseil des élèves. C'est quelque chose qu'elle voulait dire depuis un moment. Quand ils arrivent tous, Anami donne un nouveau défi à Tomozaki. Il doit embêter Nakamura 3 fois ce jour-là. C'est sa tâche quotidienne. Mais il est clair que Anami a d'autres choses en tête aussi. La première partie de la préparation se déroule sans accroc. Nakamura et Azumi sont associés pour préparer les ingrédients du déjeuner. Un plan simple mais efficace. Ça fonctionne parfaitement. Pendant qu'ils se concentrent là-dessus, Manami, Mizusawa et Teike installent les tables. La dernière tâche est d'allumer le feu pour le barbecue. Anami s'associe à Tomozaki. Au début, Tomozaki suppose qu'il y a une raison. Peut-être qu'elle veut lui donner plus d'instructions. Peut-être que cela fait partie d'une leçon cachée. Mais ensuite, elle lui dit quelque chose d'inattendu. La seule raison pour laquelle elle s'est associée avec lui, c'est que elle ne lui fait pas confiance pour faire les tâches correctement. Puis, elle dit autre chose. Avec lui, elle n'a pas besoin de faire semblant. Elle peut faire une pause d'être la version parfaite et vivante d'elle-même. Elle peut simplement être. Ce n'est pas quelque chose qu'elle dit souvent. Mais c'est suffisant pour que Tomozaki comprenne. Autour de lui, Anami est différente. Après le repas, le groupe se sépare. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Mais ça ne dure pas longtemps. Quelques minutes plus tard, Mizusawa, Tomozaki, Nakamura et Teike se dirigent vers la chambre des filles pour un jeu de cartes Tycoon. 9 manches. Seuls 2 joueurs gagnent. Tomozaki et Anami. Tomozaki gagne 4 fois. Anami gagne 5. Même dans quelque chose d'aussi simple qu'un jeu de cartes, ils en font une bataille. Mizusawa remarque. Il les observe attentivement puis le fait remarquer. Il dit que ce n'est qu'un jeu. Pas besoin de le prendre si au sérieux. Mais aucun d'eux ne semble s'en rendre compte. Sans le vouloir, sans le planifier, ils sont tombés dans le même rythme. Une chimie se forme entre eux, inaperçue. Puis vient la dernière partie du plan, l'épreuve de courage. Une autre excuse pour rapprocher Nakamura et Izumi. Une fois qu'ils quittent le groupe restant, Tomozaki, Anami, Manami, Teike et Mizusawa jouent à Yanken pour décider de leur propre père. Le résultat est clair. Tomozaki et Anami se retrouvent ensemble. Les autres les laissent au point de départ. Puis Anami se tourne vers lui. Elle appelle cela une séance d'entraînement spéciale. Une leçon sur la façon de gérer les filles. Puis elle s'approche. Trop près. Elle se penche vers lui, se pressant contre son flanc, agissant de manière trop collante. Tomozaki réalise ce qui se passe. C'est une blague. Elle se moque de lui. Elle le teste. Puis, en marchant, il remarque quelque chose par terre. Une cigale. Sans réfléchir, il s'avance vers elle, faisant semblant d'être sur le point de l'écraser. Anami réagit instantanément. Elle recule, perd son équilibre et tombe au sol. Tomozaki tend la main pour l'aider. Elle saisit sa main, mais au lieu de simplement se relever, elle se tire soudainement vers lui. Ses bras l'enveloppent. Pendant un instant, on dirait presque qu'elle s'apprête à l'embrasser. Les intentions de Anami ne sont pas claires. Elle a toujours un plan, toujours en contrôle, toujours en train de penser à l'avance. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Après l'épreuve de courage, tandis que tout le monde dort, elle invite Tomozaki à parler. Un moment tranquille, rien que tous les deux. Cela semble sérieux. Comme s'il y avait quelque chose qu'elle doit dire. Puis soudain, Mizuzui sort du chalet. Tomozaki réagit vite. Il se cache. Si Mizuzui les voit ensemble à cette heure, cela pourrait causer des problèmes. Mieux vaut rester hors de vue. Depuis sa cachette, Tomozaki écoute. Mizuzu s'avance vers Anami. Il parle. Au début, tout semble normal, rien d'inhabituel. Mais ensuite, Mizuzui dit quelque chose. Quelque chose qui prend Tomozaki au dépourvu. Quelque chose qui le marque. Et en un instant, tout change. Tomozaki n'oublie pas les mots de Mizuzui. Il reste avec lui, le poussant à reconsidérer tout ce qu'il a fait. Le lendemain, il sort avec Fuuka pour regarder le feu d'artifice. C'est censé être une autre tâche. Une autre partie du plan de Anami. Elle lui a donné des instructions. Il sait exactement ce qu'il est censé dire.
Mais il ne le dit pas. Pour la première fois de sa vie, il ignore ses ordres. Pas parce qu'il a oublié. Pas parce qu'il était incertain, mais parce que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Les mots de Mizuzu résonnent encore dans son esprit. Et maintenant, il fait un choix. Son propre choix. Après la fin des feux d'artifice, Tomozaki trouve Hanami. Il lui dit la vérité. Il n'a pas fait ce qu'elle a demandé. Il explique ses raisons. Hanami écoute. Puis lentement, la déception se répand sur son visage. Elle ne discute pas. Elle n'essaie pas de le convaincre. Au lieu de cela, elle prend une décision. Une importante. Une qui va tout changer entre eux. Jusqu'à présent, Tomozaki a suivi les instructions de Hanami. Pas à pas, faisant exactement ce qu'elle lui avait dit. Mais plus maintenant. Quelque chose a changé. Et il n'y a pas de retour en arrière. Tomozaki retombe dans ses anciennes habitudes. La motivation, le progrès, l'état d'esprit qu'il avait construit semble maintenant lointain. Mais avant qu'il ne s'enfonce complètement dans son ancien moi, quelqu'un intervient. Quelqu'un d'important. Ils lui font une leçon. Un appel au réveil. Puis, avec l'aide de l'un de ses amis, tout s'éclaire. Il comprend ce qu'il doit faire. Il décide de faire face à Hanami à nouveau. Il l'invite à parler. Elle refuse. Elle ne veut pas le rencontrer. Mais cela ne l'arrête pas. D'une manière ou d'une autre, il y parvient. Quand ils se rencontrent enfin, il ne se retient pas. Il lui dit tout. Ses pensées, son point de vue, la façon dont il voit les choses maintenant. Puis il la remercie. Pour tout. Pour donner de la couleur à sa vie. Pour le pousser en avant. Mais cette fois, il ne s'arrête pas à la gratitude. Il fait une promesse. Il lui prouvera que ses idéaux sont réels. Que cette façon de penser n'est pas juste une fantaisie. Qu'il peut créer quelque chose de significatif selon ses propres termes. Hanami écoute. Puis elle accepte son défi. S'il y croit autant, il doit le prouver. Comme ça, les choses reprennent leur cours normal. Presque. Il reste une dernière chose. Une nouvelle mission. Pour compenser le temps perdu, Hanami confie une grande tâche à Tomozaki. Elle lui dit de postuler pour un emploi à temps partiel. Pas de questions. Pas d'excuses. Juste de l'action. Tomozaki suit ses instructions. Il va à l'endroit où elle lui a dit de postuler. Au moment où il arrive, il réalise quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un piège. Parce que là, déjà en train de travailler au même poste, il y a Mizuzawa. Il semble que Hanami avait tout planifié depuis le début. Pendant ce temps, Tomozaki continue d'avancer. Il continue de rejoindre ses amis, Hanami, Mizuzawa, Minami, Izumi, et Tama lors de leur sortie. Il sort toujours avec Fuuka dès qu'il a le temps. Et surtout, lui et Hanami sont de retour là où ils en étaient. Ils empruntent le même chemin. Ils apprennent l'un de l'autre. Le jeu n'est pas terminé. Il entre juste dans une nouvelle phase. Les vacances d'été se terminent. Un nouveau trimestre commence. Et bien sûr, un nouveau lot de défis les attend. Hanami confie à Tomozaki une autre mission. Cette fois, l'objectif est plus grand. Observez les relations interpersonnelles en classe. Comprenez les dynamiques cachées. Et finalement, devenez aussi à l'aise avec la vie réelle que Hanami elle-même. Ce n'est pas tout. On s'attend aussi à ce qu'il se trouve une petite amie. Après tout, ce ne serait pas une véritable histoire de harem sans ça. Mais Tomozaki n'est pas intéressé par des victoires superficielles. Il ne veut pas confesser des mots sans signification juste pour séduire quelqu'un. S'il doit sortir avec quelqu'un, cela doit être réel. En termes de jeu, c'est le niveau suivant. S'il veut progresser, il doit gagner des points d'expérience. Il doit agir de manière à augmenter les PV de son personnage. Sa journée commence par des commérages, du genre qui change la donne. Nakamura et Izumi sortent ensemble. Mais ils ne l'ont pas rendu public. Erika a aussi des sentiments pour Nakamura. Pour éviter les drames, ils gardent leur relation secrète. C'est une information importante. Quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Puis la classe du matin commence. La première tâche de la journée. Choisir 2 capitaines pour le festival sportif. Un pour les garçons, un pour les filles. La décision des garçons est rapide. Takei se porte volontaire, sans hésitation. Côté filles, en revanche, c'est différent. Il y a de la tension. Erika ne montre aucun intérêt à participer. À la place, elle nomme Hirabayashi sans y penser. Bien qu'il soit clair que Hirabayashi ne veut pas de cette responsabilité. Izumi remarque qu'elle ne veut pas mettre Hirabayashi dans une position difficile. Mais elle ne se propose pas non plus. Elle veut profiter du festival sportif sans le poids du leadership. Puis un autre défi apparaît. Hanami confie à Tomozaki une nouvelle mission. Motiver Erika à participer au tournoi sportif. C'est une quête de style RPG. Erika est le boss. Tomozaki doit découvrir ses faiblesses, rassembler des informations, et trouver un moyen de vaincre sa résistance. La première étape est la collecte d'informations. Son premier PNJ est Izumi. Elle fournit le premier coffre au trésor de connaissances. Erika faisait partie de l'équipe de baseball des garçons. Si les filles choisissent le softball pour le tournoi, cela pourrait éveiller son intérêt. Ensuite, il cherche un autre PNJ. Narita, son collègue. Quelqu'un avec une personnalité similaire à celle d'Erika. Tomozaki explique son problème. Narita donne un indice utile. Erika ne répondra à rien qui demande trop d'efforts. La clé est quelque chose qui demande un peu d'énergie mais offre une grande excitation. La troisième boîte au trésor vient de l'NPC Kikuchi. Quelqu'un qui connaît Erika mieux que la plupart. Il révèle un détail crucial. Erika n'aime pas être sous-estimée. Elle est motivée quand elle se sent défiée. Avec tous les éléments rassemblés, la stratégie prend forme. Le softball est choisi pour les filles. Les amis d'Erika se réunissent, discutant de la meilleure façon de l'impliquer. Tomozaki débloque 2 dernières boîtes au trésor avant que le plan ne soit complet. D'abord,
Erika voit Hanami comme une rivale. Ensuite, de l'aide est disponible de la part de la meilleure stratège de l'école, Hanami elle-même. Le décor est planté. Le prochain mouvement déterminera comment ce jeu se déroulera. L'opération motivée Kano Erika se déroule exactement comme prévu. Tomozaki exécute la stratégie à la perfection, utilisant 3 joueurs clés pour pousser la barre de motivation d'Erika au maximum. D'abord, Yutsu Azumi intervient, demandant à Erika de l'aider avec Termite. Impossible qu'elle refuse une demande d'une amie. Ensuite, Hanami sème un léger doute dans l'esprit d'une autre camarade de classe, en suggérant que peut-être que les compétences athlétiques d'Erika ne sont pas aussi impressionnantes qu'elle le prétend, juste assez pour que l'idée persiste. Enfin, Mizusawa donne le coup de grâce. Il fait savoir à Erika que Nakamura a un faible pour les filles sportives. Et comme ça marche. Le plan est un succès. Tomozaki, en revanche, n'a pas la même chance. Sa propre tentative de marquer des points lors des tours échute. Il tombe avant de pouvoir faire un seul tir. Mais d'une manière ou d'une autre, son échec spectaculaire fait que les sportifs l'aiment encore plus. Ce n'est pas le résultat qu'il attendait, mais ça compte comme une victoire. Mais les bons moments ne durent pas. Tout va bien jusqu'à ce qu'Erika découvre la vérité. Izumi et Nakamura sortent ensemble. Au moment où elle s'en rend compte, son humeur change. Au lieu d'affronter Izumi, elle dirige sa frustration ailleurs. Elle trouve une cible plus facile, Arabayashi, la fille la plus silencieuse de la classe. Le genre de personne qui ne ripostera pas. Ça commence petit. Des chocs accidentels contre son bureau. Un avion en papier égaré qui atterrit sur sa tête. De petites choses qu'on pourrait passer pour des erreurs. Mais bientôt, ça devient clair. Ce n'est pas aléatoire. C'est délibéré. Tomozaki veut intervenir. Il veut faire quelque chose. Mais Hanami lui dit d'attendre. Arabayashi n'a pas encore essayé de l'arrêter. Elle ne s'est pas défendue. Peut-être qu'elle le fera, peut-être pas. Puis Erika passe à la vitesse supérieure. Elle va plus loin. Elle s'assoit sur le bureau de Arabayashi comme s'il lui appartenait. C'est alors que Tomozaki atteint sa limite. Il se lève, prêt à dire quelque chose. Mais quelqu'un la devance. Natsubayashi Hanabi, aussi connue sous le nom de Tama. Elle ne se retient pas. Elle dit ce que tout le monde pense. Que ça dure depuis trop longtemps. Mais Erika fait ce qu'elle fait toujours. Elle minimise, fait semblant que ce n'est qu'un malentendu. Tama ne laisse pas passer. Elle se défend. Erika lui attrape le bras. Elle commente sur le fait qu'elle tremble. Tama l'ignore. Mais Erika a déjà une longueur d'avance. Elle fait semblant d'être blessée. Elle retourne la situation en l'utilisant comme une arme contre Tama lors de futures interactions. Tomozaki observe alors que quelque chose change chez Hanami. Quand Erika harcelait Arabayashi, elle restait neutre. Mais maintenant, la cible d'Erika est Tama. Quelqu'un, Hanami, se soucie réellement de ces changements d'approche. Elle commence à rassembler les filles de niveau intermédiaire, les amenant. Du côté de Tama, les retournant discrètement contre Erika. Pendant ce temps, Manami reste proche de Tama, s'assurant que les choses ne dégénèrent pas. Il est clair que Hanami et Manami ont des objectifs différents. Hanami utilise cela comme une opportunité pour affaiblir Erika. Manami veille simplement sur une amie. Mais le conflit ne se termine pas. Il continue de s'éterniser. La tension dans la classe monte. L'ambiance commence à se retourner contre Tama au lieu d'Erika. C'est à ce moment-là que Hanami accepte enfin qu'il faut agir. Mais elle et Tomozaki ne s'accordent pas sur la solution. Tomozaki suggère que Tama prenne du recul. Hanami rejette immédiatement l'idée. Tama a raison. Elle ne devrait pas avoir à changer. Mais Tomozaki voit autre chose. Hanami ne pense pas seulement logiquement. Il y a de l'émotion derrière sa réponse. Il ne s'agit plus de gagner. Elle veut se venger. Et elle se fiche de ce qui arrivera à Tama dans le processus. Plus tard, après les cours, Tomozaki passe du temps avec Manami et Tama. Manami agit comme à son habitude, joyeuse et pétillante avec Tama. Mais lorsqu'elle raccompagne Tama à la gare, son énergie baisse. Elle tient à peine le coup. Elle demande à Tomozaki si elle parvient à remonter le moral de Tama. Sa voix tremble. Tomozaki la rassure. Elle fait tout ce qu'elle peut. Mais ce n'est pas facile de garder un visage courageux quand la situation est encore si mauvaise. En voyant à quel point cela l'affecte, Tomozaki prend une décision. Il doit essayer à nouveau. Il va convaincre Tama de faire un pas en arrière. Il retrouve Tama, prêt à parler. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle parle en premier. Elle lui dit qu'ils se ressemblent. Aucun des deux n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense, peu importe les conséquences. Puis, Tomozaki le dit enfin. Peut-être qu'elle devrait se retirer. Peut-être que ce serait la meilleure solution. Tama ne se met pas en colère. Elle ne le rejette pas. Elle dit simplement non. Elle reconnaît que la situation est terrible, mais elle ira bien. Elle sait qu'elle a raison, et cela compte pour elle. Elle refuse de trahir la part d'elle-même qui croit en la défense de ses convictions. Tomozaki respecte sa décision. Il comprend. Mais ensuite, elle le surprend. Elle commence à parler de lui à la place. Elle a remarqué la façon dont il a changé. Comment il a appris à lire une pièce. Comment il a appris à influencer l'ambiance. Elle sait qu'elle ira bien, mais elle n'est pas aussi sûre pour Manami. Et pour elle, elle veut changer. Elle regarde Tomozaki et lui dit exactement ce qu'elle veut. Elle veut apprendre à se battre, et elle veut qu'il lui enseigne. Une fois que l'élève est devenu le professeur, Tama veut changer et il commence son entraînement de la même manière que Hanami a commencé le sien, en enregistrant sa voix pour qu'elle puisse entendre comment elle sonne en parlant. Mais il ne lui faut pas longtemps pour réaliser quelque chose d'important. Tama n'est pas comme lui. Elle n'est pas un personnage de bas étage. Sa posture, ses expressions, sa voix, aucune de ces choses ne la retient. Son problème est autre.
Pour l'instant, il suggère quelque chose de simple. Elle devrait arrêter de se disputer avec Kano pendant un moment, voir ce qui se passe quand elle ne réagit pas. Quand ils quittent l'école ensemble, Manami les repère et les taquine immédiatement. Joueuse, mais méfiante. Anami est là aussi, observant de loin. Lors de leur prochaine rencontre, Tomozaki met à jour Anami. Il lui dit que Tama veut changer. Pas pour elle-même, mais pour Manami. Mais Anami n'est pas d'accord avec cette logique. Si Tama change, alors rien de tout cela n'aura d'importance. Mais il est clair qu'elle ne parle pas seulement du conflit avec Kano. Elle veut dire autre chose. Anami peut ne pas l'aimer, mais elle ne peut pas arrêter Tama. Tomozaki poursuit son entraînement. Puis pendant le cours, Tama ignore la provocation de Kano lorsqu'elle pousse son bureau. C'est le premier signe de changement. Mizusawa le remarque. Il perçoit immédiatement cette évolution. Alors que Tomozaki commence à penser qu'ils ont besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose pour pousser. Toute la classe en faveur de Tama, Mizusawa intervient. Il comprend tout seul. Il prévoit quelque chose. Il veut savoir quoi. Mizusawa demande pourquoi Tama ne l'aime pas. Puis il évoque le passé, une dispute qu'elle a eue avec Nakamura et Kano. Lui et Teike ont été entraînés dedans, mais il a pris le parti de Nakamura. Ce moment n'a pas été oublié. Tomozaki voit une opportunité, une autre façon pour Tama de grandir. Si elle peut parler à Mizusawa, si elle peut établir une connexion avec lui, ce sera un véritable pas en avant. Il s'assoit pour parler. Keima n'hésite pas. La première chose qu'elle demande, c'est s'il est Manami. Mizusawa ne fuit pas la question. Il répond honnêtement. Puis il lui retourne la question. Et elle, qu'en est-il de Tomozaki? Elle le nie, mais c'est trop rapide, trop forcé. Plus tard, Manami les trouve ensemble, Tama, Mizusawa et Tomozaki. Elle observe comment Tama se comporte, comment elle se tient. Elle la qualifie de lisse. Tomozaki n'est pas d'accord, mais Manami intervient, lui rappelant de ne pas se rabaisser tout le temps. Quand Tama et Manami partent, Mizusawa pousse un soupir de soulagement. Keima finit enfin par ne plus réagir aux provocations de Kano. Si elle avait fait une erreur, Kano l'aurait immédiatement utilisé contre elle. Il suggère d'intégrer Teikai dans le groupe, mais de manière subtile, en lui laissant juste penser qu'ils essaient de remonter le moral de Tama. Mizusawa ne veut pas que son rôle dans tout ça soit trop évident. Il préfère rester neutre, du moins en apparence. Tomozaki est impressionné. Mizusawa semble capable de tout faire. Il est charmant, adaptable, apprécié, et pourtant il ne semble jamais manipulateur. Mizusawa lui donne un avertissement. Il peut manigancer quand il le faut. C'est juste un gars qui fait ce qu'il veut. La prochaine rencontre avec Manami est différente. Brève, froide. Un contraste saisissant avec la chaleur de l'entraînement de Tomozaki avec Tama. Manami admet qu'elle ne peut pas empêcher Tama de faire ce qu'elle veut, mais elle ne va pas abandonner sa propre façon de faire les choses. Au lieu de cela, elle prend une décision. Jusqu'à ce que la situation avec Tama s'améliore, elle et Tomozaki cesseront leur rendez-vous. Pendant ce temps, Kano poursuit ses petits jeux habituels. Choses insignifiantes et mesquines. Mais Tama refuse de réagir. La classe le remarque. Peu à peu, la sympathie se tourne vers elle. Mais Tomozaki est sûr d'une chose. Manami ne reste pas simplement là. Elle fait quelque chose. Il ne sait juste pas quoi. Il la voit parler à Mao, une des amies de Kano. Il ne sait pas de quoi elle discute. Il est en hauteur, observant. Lors de la prochaine séance d'entraînement, Mizusawa introduit une nouvelle leçon. L'importance du charme. Il compare comment Tama et Takei se sont présentés. Avant le cours, avant le tournoi sportif. Takei joue le clown de la classe, et ça lui convient. Mais il y a une autre façon. Mizusawa explique le charme comme une sorte de vulnérabilité constante. Les gens aiment ceux qui ont de petits défauts, des choses qui les rendent humains. L'amour exagéré de Hanami pour le fromage, par exemple. Tama écoute, puis pose une question intéressante. Est-ce que Hanami fait ça exprès? Oui, bien sûr qu'elle le fait. Puis Takei arrive. Comme toujours, il fait une entrée. Maladroit, bruyant, impossible à ignorer. Mais malgré toutes ces blagues, il est aussi gentil. Il s'excuse auprès de Tama de ne pas l'avoir défendu contre Kano plus tôt. Il lui dit qu'elle avait raison depuis le début. Il admet qu'il se sent mal de ne pas être intervenu plus tôt. Elle le remercie. Il l'arrête. Il ne veut pas de remerciement. Il veut juste qu'elle sache qu'il est désolé. Puis quelque chose change. Tama rit. Un rire vrai et naturel. Takei commence à énumérer d'autres camarades de classe qui se sentent aussi mal pour elle. Des gens qui regrettent de ne pas en avoir fait plus. Mais Tama ne reconnaît pas certains de leurs noms. Et puis quelque chose s'illumine dans sa tête. Et Tomozaki réalise quelque chose d'important. Quelque chose sur les interactions sociales, sur le fonctionnement des connexions. Dans son propre parcours, il s'est forcé à tendre la main, à apprendre des noms, à faire attention aux gens, à se soucier réellement de ce qu'ils pensent. C'est cela qui a fait la différence. C'est ainsi qu'il a grandi. Si vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas vous connecter avec eux. Tama comprend immédiatement. Takei a l'air impressionné. Même Mizusawa hoche la tête comme s'il n'attendait rien de moins. Manami retrouve à nouveau Tama. Mais cette fois, elle n'est pas seule. D'abord, il y a juste Tomozaki, puis Mizusawa, puis Takei. Et ensuite, pour la première fois, Inami. Inami les voit ensemble. Elle voit l'équipe Tomozaki juste devant elle. Plus tard, devant un magasin de proximité, Inami prend Tama à part. Elle lui demande si elle veut vraiment changer. Elle ne le formule pas comme un défi direct. Mais le sens est là. Elle exerce une pression d'une manière que seule elle peut. Et elle sait que Tomozaki est là, à l'écouter. Puis, tout aussi doucement, elle relâche la pression. Elle dit que ce n'est que son avis. Tama peut l'ignorer si elle veut.
Puis, elle voit Tama et Tomozaki rire ensemble. Elle les appelle deux inséparables. Mais quelque chose dans sa façon de le dire semble étrange. Elle sourit. Un pouce levé. Elle dit qu'elle soutient aussi Tama. Tomozaki regarde, et il se demande si ce n'est qu'un autre des masques de Inami. Tomozaki cherche un moyen d'aider Tama à s'ouvrir à la classe. Il demande conseil à Manami. Il pense qu'un numéro de comédie mettant en avant les particularités de Tama pourrait fonctionner. Manami le voit à travers immédiatement. Elle sait qu'il agit comme un héros. Elle se moque de lui pour ça. Et alors que Tama continue d'ignorer le harcèlement de Erika, Tomozaki apprend quelque chose d'intéressant. Inami a dit à Azumi d'éviter Nakamura pour l'instant. C'est un coup risqué. Même Inami veut que cela se termine autant que Tomozaki et Tama. Tama montre à Mizusawa comment elle a pratiqué à parler de manière plus joyeuse. Quand elle et Tomozaki réalisent leur numéro de comédie court, Mizusawa est en fait divertie. Mais elle n'est pas encore prête à affronter toute la classe. Elle a besoin d'une personne neutre pour s'entraîner, quelqu'un avec qui elle ne se sent pas sous pression. Tomozaki fait venir Kikuchi Fuka. Fuka écoute Tomozaki et accepte d'aider. Elle trouve injuste ce qui arrive à Tama. Mais ne se précipite pas pour qualifier Erika de personne méchante. Elle voit la situation autrement. Erika est mal à l'aise. La classe laisse faire car elle aussi est mal à l'aise. Il compte sur la force de Tama sans s'en rendre compte. Fuka est perspicace. Elle comprend Erika, la classe et Tama avant même de rencontrer les autres. Quand elle rejoint enfin l'entraînement, cela devient un exercice pour elle et Tama. Fuka n'est pas habituée à beaucoup parler non plus. Elle dit à Tama qu'elle admire les gens qui travaillent pour se changer. Tama ne s'attend pas à des éloges, mais Fuka dit simplement ce qu'elle voit. Que tant de gens se soucient de Tama. Qu'elle est quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. Qu'elle est mignonne. Quand elles ont fini, Fuka dit que Tama est facile à parler. Maintenant, c'est au tour de Tama de commencer à se soucier de ses camarades de classe. Tomozaki partage son propre vécu. Quand il se sentait déconnecté de la classe, tout semblait gris. Quand il a commencé à s'ouvrir, les couleurs ont commencé à apparaître. Fuka va plus loin. Erika déteste perdre, mais elle est gentille avec ses amis. Mao et Mika comptent sur elle. Azumi a tendance à mettre les autres en premier. Tout le monde dans la classe a ses propres luttes. Après la réunion, Minami et Inami les trouvent ensemble. Mizusawa dit rapidement à Minami que Tomozaki et Fuka ne sont que des amis. Minami regarde Fuka avant de la trouver adorable et de l'accueillir. Anami observe en silence. Puis elle trouve une raison de partir en entraînant Minami avec elle. D'un seul regard, Minami acquiesce et prend Tama avec elle. Mizusawa les suit. Il ne reste maintenant que Tomozaki et Fuka. Ils rentrent chez eux ensemble pour la première fois. C'est un bon moment pour tous les deux. Tomozaki aime voir Fuka parler avec tout le monde. Fuka aime regarder Tomozaki interagir avec les gens. Il continue à lui montrer de nouvelles choses. Le lendemain, Tama essaie son numéro de comédie. Avec l'aide de Hanami et de quelques amis de Minami. Ça fonctionne. La classe ne la plaint plus seulement. Ils apprécient sa présence. Erika, Mao et Mika perdent leur occasion de l'harceler. S'il essaie, ça fera paraître Erika encore pire, pas Tama. Plus tard, Tama sort avec Tomozaki, Mizusawa et Takei pour des boissons de célébration. Mizusawa est confiant. Si Tama continue comme ça, Erika va arrêter. L'équipe Tomozaki est en train de gagner. Juste après la séance de Tama avec Fuka, Mizusawa a commenté que les progrès de Tomozaki et Fuka sont lents mais prudents. Peut être un peu trop prudent, parce que Mika repère Tomozaki et Fuka ensemble, au restaurant et appelle immédiatement Erika. Juste au moment où les choses semblent s'améliorer, Tama ouvre son casier et trouve son porte-clés en peluche, celui que Minami lui a donné, déchiré. Elle sait qu'il a fait, mais il n'y a pas de preuve. Erika n'est pas dans la salle de classe. Tama retient sa colère, essayant de ne pas exploser, mais le poids de tout s'abat sur elle. Elle se recroqueville, les larmes aux yeux, ne désirant rien d'autre que s'échapper. Hanami voit la situation et ne se retient pas. Elle la qualifie d'inacceptable. Si c'est inacceptable, alors il faut agir. Elle ne partage pas son plan avec le groupe. Elle leur dit seulement de rester près de Tama. Mais son esprit est déjà en action. Izumi propose de réparer le porte-clés de Tama et rentre chez elle. Tomozaki a une idée. Il se souvient de la couture au dos du haut de sa sœur. Il suggère d'ajouter des points décoratifs à tous les porte-clés en signe de solidarité. Le lendemain, Erika entre dans la classe et trouve son bureau renversé. Ses livres et fournitures sont éparpillés. Elle blâme immédiatement Tama. Hanami intervient avant que les choses ne dégénèrent. Elle dit que Tama a été avec elle tout le temps. Il y a plein de témoins. Erika hésite et se retourne contre Mao. La trahison fait mal. Mao craque. Elle s'en prend à Erika, critiquant son sens de la mode et son maquillage. Tomozaki regarde la scène se dérouler. Les mêmes qualités que Fuuka et Yusa avaient mentionnées à propos d'Erika sont maintenant retournées contre elle. Hanami reste calme, faisant le même petit geste vers son œil que Mao fait maintenant vers Erika. Puis Erika attrape le bras de Mao. Dans la lutte, le visage de Mao est griffé. Ça change tout. Maintenant, Erika est allée trop loin. La classe a une raison de se retourner contre elle. Hanami prend le contrôle. Elle dit à Erika de s'excuser. Erika hésite. Sa fierté se heurte à la réalité. Hanami ne cède pas. Elle dit à Erika ce qui est juste. Puis elle se tourne vers Shuji. Elle lui demande si Erika devrait s'excuser. Puis elle demande à Yusa. Ils sont tous les deux d'accord. C'est un mouvement précis et calculé. Pour la classe, il semble que Yusa et Shuji soient simplement d'accord. Mais pour Erika, c'est un message clair. Tout a commencé parce qu'elle a découvert qu'ils sortaient ensemble. Elle s'en est pris aux autres au lieu de faire face à ses sentiments.
Maintenant, elle les voit ensemble, se tenant du même côté. Son esprit s'emballe. La classe ne sait pas pourquoi elle réagit ainsi. Mais l'illusion dans sa tête devient plus forte. Sa respiration se raccourcit. Sa voix tremble. Le masque de la fille méchante commence à se fissurer. Puis, Hanami porte le coup final. Elle dit à Erika qu'elle a perdu de vue la réalité. Elle laisse son béguin prendre le dessus. Tomozaki voit le changement. Hanami va trop loin. Il appelle son nom. Il secoue la tête. Elle soupire. Puis elle se retire. Mais elle n'a pas encore fini. Elle demande un mouchoir. Elle n'en a pas. Elle demande à Shuji. Il sort un porte-mouchoir fabriqué par Yusa et le tend à Erika. Elle le repousse. Des murmures commencent. Quelqu'un heurte son bureau. Puis un autre. Plus de fausses excuses. La classe est retournée. Tomozaki pense que personne ne peut l'arrêter maintenant. Pas même Hanami. Puis sa voix perce à travers Kama. Elle dit à la classe d'arrêter. Ce n'est pas parce qu'Erika a fait une erreur qu'ils peuvent faire pareil. Tomozaki s'inquiète. Elle pousse trop fort. La tension est forte. Puis elle s'adoucit. Elle ajoute une blague. Un simple jeu de mots qui détend l'atmosphère. Quelques camaraderies. D'autres hochent la tête en signe d'accord. Erika voit l'ouverture et court. Yusa suit. Hanami a tout brûlé. Teima a éteint les flammes et a planté quelque chose de nouveau. Plus tard, Mao et Mika s'excusent auprès de Tama. Puis auprès de Hirabayashi. Tama remercie Hanami mais dit qu'elle n'aime pas la voir agir ainsi. Hanami fait semblant de ne pas comprendre. Tama dit plus tard à Tomozaki et Mizusawa qu'elle se sent mal pour Hanami. Non pas parce qu'elle a découvert ses véritables motivations, parce qu'elle lui fait confiance, tout comme elle leur fait confiance. Quand Tama part au club, Mizusawa parle. Il dit que Tomozaki peut voir les aspects de Hanami que les autres manquent. Il pense que Tomozaki la connaît mieux que lui. Et puis il le dit, il aime Hanami. Il veut savoir ce que Tomozaki pense d'elle. La classe redevient normale. Les mots de Tama stoppent le cycle de haine contre Erika. Erika n'aura jamais le même pouvoir qu'auparavant. Mais elle est trop habile socialement pour rester à terre. Elle se réconcilie avec Mao. Elle reste amie avec Mika, Yutsu et les autres. Tama, maintenant plus ouverte, devient plus populaire. Elle a appris à utiliser son charme, à se connecter avec les gens. Elle s'intéresse aux autres. Même Shuji les rejoint pour boire, mettant de côté les conflits passés. Manami présente les nouvelles kanki. Chacune a des coutures en forme de X, inspirées par la sœur de Tomozaki, cousues par Yutsu. Tama prend un selfie. Tout le monde tient son bâton de ki en cercle, comme un petit feu d'artifice coloré. Tout se termine bien. Hanami admet que la vengeance ne lui va pas vraiment. Autant, mais certaines choses sont trop difficiles à laisser passer. Peut-être qu'elle parle seulement de la façon dont Kano a traité Tama, ou peut-être qu'il y a autre chose. Kano et Mao semblent assez amicales, mais Tomozaki sent bien que quelque chose cloche. Yutsu le confirme. Elles parlent dans le dos les unes des autres, et elles se retrouvent au milieu. Pourtant, elle préfère ça plutôt qu'une tension ouverte. Regardez, Tama l'a inspirée à travailler sur les choses qu'elle n'aime pas chez elle. Le professeur annonce que 4 garçons et 4 filles feront partie du comité pour le prochain festival culturel. On dirait un sujet déjà abordé dans la série, mais peut-être que c'était dans une autre comédie romantique lycéenne. Il y en a tellement. Manami ne perd pas de temps pour convaincre Tomozaki de rejoindre, pas juste par formalité, mais comme quelque chose qu'il attend vraiment avec impatience. Il est temps de réécrire de vieux souvenirs ennuyeux. Avec les problèmes de Kano réglés et aucune atteinte à sa relation avec Hanami, c'est le retour au cours de vie de haut niveau. Hanami commence par lui demander quelle fille il veut le plus sortir. Elle inclut même Yutsu, bien qu'elle soit déjà avec quelqu'un. Idéalement, elle veut qu'il choisisse au moins 2 filles pour se rapprocher. Cette leçon vise à le sortir de sa vision onirique, de la romance et à l'encourager à construire une vraie confiance. L'émission a déjà clairement montré, Tomozaki a des options. Maintenant, Hanami le confronte à la réalité. Il doit arrêter d'hésiter et commencer à choisir. Et dans le cadre de sa croissance, elle lui dit de faire un compte Pinsta et lui donne une liste de photos à prendre. Tomozaki est tellement absorbé par le rougissement de Fuka quand il accepte de lire son roman, qu'il oublie complètement de prendre un selfie avec elle. Le temps presse, il opte pour la photo la plus facile. Un selfie de groupe flou avec Teiki, Shuji et Nakamura. Pas parfait, mais un pas en avant. Un rappel de faire plus attention la prochaine fois. Hanami mentionne en passant qu'elle a eu 6000 abonnés juste en postant de bonnes photos. Pendant ce temps, le comité du festival est formé. Les garçons sont choisis, et pour les filles, ce sont Minami, Yutsu, et 2 nouvelles, Sakura et Yuki. Minami aime Tomozaki, c'est évident. Elle est aussi contente qu'il ne soit plus le même gars maladroit qu'avant. Alors, quand il se retrouve seul sur le chemin du retour, elle essaie de flirter avec un petit coup de tête. Mauvaise idée, il ne bronche même pas. Au lieu de ça, il mentionne distraitement à quel point elle est légère, complètement inconscient de leur proximité. Minami, comme toujours, ne laisse pas les choses devenir étranges. Elle l'ignore et continue de marcher. Tomozaki, désespéré de cocher une autre photo. Pour sa liste Insta, désire soudainement Raymond. Minami opte plutôt pour des gyoza. Il demande une bouchée. Elle ne s'y attendait pas. Comme ça, il prend une photo floue d'elle, et sans réfléchir, mange un gyoza qu'elle lui propose. 2 baisers indirects en une nuit, pas mal. Quand ils se séparent, Minami est suspicieuse. Ren prépare sûrement quelque chose, mais elle s'est bien amusée. Peut-être s'est elle-même sentie spéciale d'être la première personne qu'il a invitée. Tomozaki, ayant du mal à prendre sa photo, se rappelle ce qui avait marché avec Tama. Être direct. Il lui demande de faire une grimace. Elle le fait. Encore une photo de prise. Plus tard, Fuuka apporte son manuscrit. Tomozaki le lit et ne fait que des compliments.
Une histoire lui rappelle son auteur préféré, Andy. Mais quand il signale une partie inachevée, Fuuka devient toute rouge. Elle ne l'a en fait jamais terminée. Puis vient le festival culturel. Tomozaki se porte volontaire pour diriger une pièce originale. Le choix évident pour le scénariste est Fuuka. Au début, il suppose qu'elle ne voudrait pas que son histoire personnelle soit jouée, mais elle l'a vu sauter dans l'inconnu. Maintenant, elle veut faire ce saut aussi. Au moment où Minami entend que Fuuka a écrit le scénario, elle ne peut le cacher. Cette préoccupation se lit sur son visage. Fuuka et Tomozaki échangent des regards devant tout le monde, et ça ne fait qu'empirer. Mizusawa traîne Tomozaki au festival de l'école pour filles de Gumi. L'objectif, observer, apprendre, et si possible, flirter. Mizusawa ne perd pas de temps. Il obtient les coordonnées d'une fille mignonne en quelques secondes, le tout avec un mélange de confiance, de charme et un peu d'humour. Il appelle ça un cercle de beauté, des gens attirants, qui se rendent encore plus attirants. Ils prennent des nouvelles de Gumi, qui se moque éperdument du festival ou du travail. Elle sait exactement pourquoi deux gars sont venus à un événement réservé aux filles. Quand elle entend que Tomozaki n'a pas de petite amie, elle lui souhaite simplement bonne chance avec ses camarades. Il n'est pas du tout prêt pour ça, mais au moins, il prend un selfie avec Mizusawa et des lunettes. La dernière photo est aussi facile que celle de Tama. Fuuka, encore rayonnante des compliments sur son histoire, accepte de faire un selfie. Leurs épaules se frôlent. Toutes deux rougissent. Tomozaki s'excuse, mais Fuuka s'en fiche. Elle est nerveuse et timide, peut être même hésitante à l'idée que la photo soit publiée. Mais au fond, elle est excitée. Un selfie avec lui compte autant pour elle que pour lui. Hanami félicite Tomozaki d'avoir terminé le défi photo, mais elle le presse sur l'objectif de la rencontre. Fuuka commence à adapter son histoire en un scénario, mais il y a un problème. Elle ne sait pas comment le finir. Deux personnages ont des sentiments pour le héros, et elle n'est pas sûre de qui devrait finir avec lui. Tomozaki demande ce qu'elle ferait si c'était son choix, mais elle refuse de laisser ses sentiments personnels affecter l'histoire. Puis elle lui renvoie la question. S'il devait choisir entre deux personnes spéciales dans sa vie, comment choisirait-il? Sa réponse, qu'il n'est pas en position de faire ce choix, la déçoit clairement. Peut-être espérait-elle entendre quelque chose de plus, peut-être essayait-elle de comprendre s'il l'aime. Quoi qu'il en soit, elle n'obtient pas la réponse qu'elle voulait. Peut-être que c'était juste une question hypothétique, mais son visage en dit autrement. Ce n'est pas que demander directement aurait facilité les choses. Moi ou Manami? Ouais, ça ne marcherait probablement pas non plus. Il est rare qu'un moment avec Fuuka se termine avec eux deux se sentant mal. Mais cette fois, c'est le cas. Manami repère Tomozaki après l'école et sait immédiatement que quelque chose ne va pas. Même sa posture le trahit. Elle le salue de la seule manière qu'elle connaît, un grand coup dans le dos. Il a à peine le temps de réagir avant qu'elle ne commence à lui poser des questions. Elle lui demande ce qui se passe au festival, puis pourquoi il a l'air si abattu. Quand il commence à se rabaisser, elle l'arrête. Elle lui dit toutes les choses qu'elle aime chez lui. Puis elle plaisante en disant qu'il ne devrait pas mal interpréter la situation. Mais avant qu'il puisse même penser à une réponse, elle abandonne le jeu. Elle l'aime vraiment. Tomozaki fait semblant que l'attitude auto-dénigrante de Mizusawa ne le dérange pas. Mais la vérité, c'est que ça le dérange. Quand Mizusawa se rabaisse, cela affecte les personnes qui se soucient de lui. Des gens comme Manami. Tomozaki se souvient des fois où elle lui a dit la même chose. Il doit arrêter de faire ça. En entendant cette critique franche sur son propre mécanisme de défense, quelque chose se déclenche. Manami l'aime bien. Cela signifie qu'il vaut la peine d'être aimé. C'est un grand pas, qui le rapproche de l'acceptation de l'idée de romance. Hanami est contente que Tomozaki ait enfin choisi deux règles pour poursuivre Manami et Fuuka. Elle lui donne ce qu'il considère comme des mini-objectifs difficiles, mais elle sait qu'il peut les gérer. Elle reconnaît aussi que le même état d'esprit qui a fait de lui un joueur de premier ordre sous le nom de Nanashi pourrait bien fonctionner dans la vie réelle aussi. Puis vient la première rencontre entre Tomozaki et Manami depuis sa quasi-confession. C'est gênant. Douloureusement, même Hanami et Mizusawa remarquent que quelque chose ne va pas. Mizusawa avait suggéré qu'il pourrait agir normalement, mais ce n'est clairement pas le cas. Manami s'est mise en avant, maintenant c'est au tour de Tomozaki. Il a un peu de marge pour être nouveau dans ce domaine, mais finalement, il lui doit une réponse. Fuuka n'est pas aussi directe que Manami, mais ses sentiments sont là, cachés entre les lignes. Quand Tomozaki lui demande à propos des rendez-vous, elle se tourne vers son auteur préféré pour des conseils. Une histoire d'amour où deux personnes sont les seules l'une pour l'autre. Personne d'autre ne conviendrait, c'est ainsi qu'elle voit la romance. Peut-être même comment elle voit Tomozaki. Mais comme lui, elle a peur de croire qu'elle appartient à ce genre d'histoire. L'heure du déjeuner apporte un autre moment gênant entre Tomozaki et Manami. Elle essaie de revenir en arrière, de faire comme si rien ne s'était passé, mais elle se retient. Elle ne veut pas qu'il oublie. Puis Mizusawa et Hanami arrivent, remuant les choses. Les rumeurs commencent déjà à circuler sur Tomozaki et Manami. Teima, aussi directe que d'habitude, qualifie simplement Manami de bizarre. Elle n'a pas tort, mais Tomozaki agit tout aussi bizarrement. Cette tension, ce malaise, c'est quelque chose qu'ils doivent surmonter. Manami s'est bien fait comprendre. Tomozaki doit décider quoi faire ensuite. Tout comme Tomozaki, Fuuka lutte avec la même décision, qui devrait finir avec le héros. Elle veut préserver l'équilibre entre eux. Mais en adaptant sa nouvelle pour la scène, une partie de sa magie est perdue. Les personnages semblent plus plats, plus faciles à jouer, mais moins réels. Tomozaki suggère de revenir aux versions originales. Ce sera plus difficile à réaliser, mais le résultat en vaudra la peine. Fuuka écoute. Elle réalise que choisir le chemin le plus difficile est ce qui fera de l'histoire sa meilleure version. Hanami sait que Manami a déjà avoué
puisque Tomozaki a techniquement atteint son objectif avec elle. Elle lui suggère de se concentrer sur Fuka et la carte de l'événement. Cela ne signifie pas que les choses avec Manami sont terminées. Il peut toujours travailler à rebours, comblant les lacunes. Quoi qu'il en soit, il passe beaucoup de temps avec les deux filles. Manami le voit discuter avec Fuka et n'est pas prête à laisser passer ça. Elle l'interrompt, lui rappelant leur numéro de comédie. Après l'école, ils se retrouvent, mais la routine est à peine évoquée. Manami veut qu'il comprenne qu'elle l'aime, et pas de la même manière qu'elle aime Tama. Au début, elle pensait que c'était la même chose, mais après l'avoir dit à voix haute, elle sait que c'est différent. C'est lui qui lui a donné la chance de sortir de son état d'esprit de toujours être deuxième. Tomozaki admet qu'il ne sait pas quoi faire, mais il rend une chose claire. Elle n'est pas ennuyeuse. Elle aurait pu insister pour plus, mais elle se retient. Peut-être qu'elle a peur d'être un fardeau, même si elle n'est rien de tout cela. Pendant ce temps, le casting pour la pièce est fixé. Mizusawa, Anami et Tama joueront Libra, Illusia et Chris. Fuka ajuste leur dialogue et personnalité pour s'adapter. Plus Tomozaki en apprend sur Chris, plus il réalise que ce personnage est Fuka. Elle n'a pu s'élever que parce qu'il lui a ouvert un nouveau monde. Mais ensuite, il y a la princesse Illusia. Fuka sent qu'elle est trop parfaite. Elle a besoin d'une faiblesse comme les autres. Lors d'une interview, Anami donne des réponses polies et calculées. Mais Fuka n'est pas dupe. Elle sait que Anami cache quelque chose. Peut-être que c'est la pièce manquante, la faiblesse d'Illusia est la même que celle d'Anami. Elle ne montre pas son vrai visage. Peut-être qu'elle ne sait même pas qui elle est vraiment. Tomozaki a vu la version d'Anami qui existe en dehors de sa persona parfaite. Mais si ce n'était qu'un autre masque. Masque sur masque, Fuka obtient la permission de parler à un de ses anciens camarades. Ils n'apprennent pas grand-chose, mais découvrent quelques détails étranges. Au collège, elle a fréquenté puis largué un garçon connu. Et tandis que son amie d'enfance se souvient qu'elle avait plusieurs petites sœurs. Son camarade de classe du collège jure qu'elle n'en a eu qu'un. La première réunion de casting pour la pièce de Fuka commence de manière raide, mais Anami réveille tout le monde avec une interprétation parfaite en tant que princesse Illusia. L'ambiance change instantanément. Même Fuka, submergée par le fait de gérer autant de gens, dit à Tomozaki qu'elle s'est en fait amusée. Elle veut s'assurer qu'il a le temps pour son numéro de comédie avec Minami, alors elle décide de gérer la prochaine répétition seule. C'est sa façon de se pousser, de plonger dans le grand bain comme lui et Tama l'ont fait. La routine de Minami et Tomozaki fonctionne immédiatement. Leur échange naturel est déjà solide, avec un rythme et un flux facile. Mais quand ils écoutent un enregistrement de leur version scénarisée, c'est plat. L'improvisation est la réponse. Tomozaki, dans son mode habituel de suranalyse, admet à lui-même qu'il peut s'imaginer sortir avec Minami. Mais il n'est pas sûr de la façon dont cela serait différent de leur amitié actuelle. Au lieu de parler de ça, il déplace la conversation vers Anami, se demandant pourquoi elle se pousse si fort. Minami espère juste qu'elle n'est pas vide à l'intérieur après tout cet effort. De retour aux répétitions, Fuka a du mal à garder le contrôle. Elle a essayé d'être plus directe avec tout le monde, mais cela a échoué. La distribution est complètement dispersée, désorientée. Essayer quelque chose de nouveau est génial, mais à la fin de la journée, ils doivent présenter un spectacle. Puis vient le moment que Tomozaki attendait. Fuka révèle enfin la fin de son scénario. Et ce n'est pas du tout ce qu'il s'attendait. Au lieu de choisir avec qui Libra finit, Chris réalise à quel point elle connaît peu le monde extérieur. Elle quitte le jardin, trouve un emploi et commence à vivre seule. Tomozaki pense que c'est trop triste pour la pièce. C'est la première fois qu'il s'oppose sérieusement à ses choix. Mais ce n'est pas n'importe quelle fin, Fuka y a mis tout son cœur. C'est le chemin qu'elle voit pour elle-même. En quittant la sécurité de son monde isolé, elle veut devenir l'idéal qu'elle voit en Tama, Tomozaki et Inami. Pour expliquer, elle évoque l'un de ses livres Andy préférés, où un outsider travaille dur pour changer et s'intégrer à la société. Lors de la prochaine répétition, Inami est enfin présente. Fuka l'observe attentivement, ajustant sa propre un style de leadership basé sur l'approche de Inami. Mizusawa remarque et prend Tomozaki à part, demandant ce qui se passe avec Fuka. Tomozaki explique, et Mizusawa souligne quelque chose d'important si Fuka ne fait pas ce qu'il a fait avec Tama. Leur croissance venait de l'intérieur. Fuka fait le contraire. Elle n'essaie pas de devenir sa meilleure version. Elle essaie de correspondre aux attentes du monde. Tomozaki utilise les petits feux follets mal adaptés de l'histoire d'Andy, ceux qui n'ont jamais trouvé leur place parmi les Popple, pour faire réfléchir Fuka. Il lui montre un forum en ligne rempli de fans d'Andy, une véritable communauté de Firelings comme elle. Elle n'a pas à choisir entre changer qui elle est ou être seule. Il y a une autre voie. Fuka a l'air presque soulagée, comme si elle avait juste besoin que quelqu'un lui dise clairement qu'elle n'a pas à se forcer dans une case qui ne lui convient pas. Elle décide de réécrire la fin de la pièce. Chris ne disparaîtra pas simplement dans le monde. Elle poursuivra une passion, pas une attente. Pendant ce temps, Minami continue de regarder Tomozaki et Fuka parler, riant facilement, se perdant dans leur discussion. Chaque fois que son expression s'assombrit, elle semble loin, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Lors de sa prochaine rencontre avec Inami, Tomozaki lui dit qu'il a fait son choix. Et après le festival, il y a quelque chose dont il doit parler avec Fuka, pas Minami. Même le jour du festival, Minami continue son jeu. Quand Gumi et ses amis arrivent pour rendre la pareille à Tomozaki et Mizusawa, elle fait tout un cinéma, scandalisée par ses flirts.
Mais au fond de tout ça, il y a quelque chose de vrai, quelque chose d'amer. Elle lui a dévoilé ses sentiments. Elle a pris le risque, et pourtant il ne répond pas. Au lieu de ça, il passe son temps avec Fuka, avec des filles d'une autre école. Elle veut être celle qui se tient à ses côtés, mais elle reste coincée à regarder depuis la touche. Une chose est sûre, Minami et Tomozaki ont une excellente alchimie sur scène. Leur numéro de comédie commence fort, mais ensuite, Tomozaki bloque. Le silence dans la salle l'engloutit. Il ne peut plus bouger. Minami le sauve. Elle lance une blague sur leur nom. Pas de rire, mais ce n'est pas grave. Ça le ramène à la réalité. Ils avancent et terminent en force, mais la routine elle-même est à peine montrée. On dirait un moment manqué, tout comme Minami se sent lésée. Après, ils s'échappent sur le toit, se rafraîchissant après les lumières de la scène. Ils sont tous les deux d'accord. Un peu, peut-être, ils ont bien fait. Beaucoup de réserves, mais c'est juste comme ça qu'ils sont. Deux personnes qui ne se sentent jamais tout à fait à la hauteur. Puis le téléphone de Tomozaki sonne. La pièce est sur le point de commencer, la pièce avec Fuka. Le sourire de Minami s'efface. Tomozaki est sur le point de dire quelque chose. Peut-être lui dire ce qu'il a dit à Fuka, qu'ils doivent parler après le festival. Mais avant qu'il ne puisse, Minami l'arrête. Elle le remercie pour le numéro comique. Elle s'amuse. Puis elle lui dit de s'en aller. Dès qu'il part, le masque tombe. Elle n'a plus besoin de faire semblant. Elle s'étire, soupire et dit que c'est fini. Elle parle de la routine. Puis elle regarde le terrain de l'école, ses longs cheveux bleus dans le vent. Cette fois, elle ne parle pas de la routine. La pièce de Fuka reflète son combat, qui elle est, qui elle pense devoir être. Et ce qu'elle désire vraiment. Teima joue Chris, isolée mais pure. Mizuzu est Libra, maladroite mais curieuse. Anami devient Aleutia, intelligente mais vide. Le public adore, mais pour Tomozaki, la fin est un choc. Ce n'est pas celle que Fuka lui a montrée. Au lieu de retourner au jardin, Chris écrit à Libra et Aleutia, leur disant qu'elle se débrouille bien toute seule. Elle les félicite pour leur fiançailles. Tomozaki ne va pas voir Fuka après la pièce. Il s'en va simplement. Pour lui, cela ressemble à avoir donné le meilleur de lui-même et avoir quand même perdu. Mais même dans cette défaite, il voit quelque chose clairement. La vie n'est pas un jeu de déchets. C'est cruel, oui, mais pas sans signification. Il suppose que la nouvelle fin de Fuka est un rejet. Il n'est pas le seul. Minami le poursuit, insistant sur le fait que ce n'est pas ainsi que les choses devraient se terminer. Il ne devrait pas simplement prendre le message de la pièce comme le dernier mot. Elle aurait pu dire alors choisis-moi. Mais ce n'est pas qui est Minami. Au lieu de cela, elle le pousse à retourner demander à Fuka elle-même pourquoi elle a fait ce choix. Fuka explique. Elle ne voulait pas que ses émotions prennent le pas sur ses idéaux. Elle croit que Libra ne peut appartenir qu'à Aleutia. Les garder séparés juste pour son propre bonheur lui semblait égoïste. Tomozaki ne retient rien. Il lui dit qu'elle a tort. Elle est partie d'un endroit d'idéaux et a découvert des émotions en cours de route. Il était à l'opposé. Il a commencé avec rien d'autre que des émotions, sans idéaux. Jusqu'à ce que Anami le pousse à trouver un équilibre. Même si Fuka, l'écrivaine, ne peut pas réécrire sa fin. Tomozaki lui donne la vérité. Il l'aime. Il veut qu'ils soient ensemble. Libra était un serrurier dans la pièce. Maintenant, Tomozaki trouve la clé qui déverrouille l'histoire de Fuka. Et c'est tout. Ça aurait pu être Minami. Ça aurait pu être Fuka. Mais la vérité, c'est qu'il et Fuka ont déjà été quelque chose depuis un moment. Ils s'accordent juste. Cette chaleur, cette aisance naturelle entre eux. Elle ne disparaît pas une fois qu'ils commencent à sortir ensemble. Si quoi que ce soit, Fuka devient un peu plus exigeante. Tomozaki ne s'en soucie pas du tout. Anami ne pourrait pas être plus heureuse. Cela prouve qu'elle avait raison. Raison de le pousser. Raison de lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a encore beaucoup à apprendre, plus de défis à venir. Mais pour l'instant, Tomozaki accepte ses félicitations. Et ensuite, il lit la nouvelle fin du roman de Fuka, celle qu'elle a écrite juste pour lui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous. Encore plus de contenu arrive bientôt.